écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire, un podcast Histoire de Radio Ma'arif. Aujourd'hui, on va vous parler d'une ville du Maroc, la capitale du Maroc, Rabat bien sûr. Alors Rabat, c'est à la fois une ville agréable, organisée, avec des espaces verts, la ville du Palais Royal, la ville de l'administration, la ville des Oudayas, de Mohamed Timoumi. Et puis on va s'intéresser à cette affaire-là avec Madame Mina El-Mrali, qui est historienne d'architecture, qui est enseignante-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat, évidemment. Marhaba bik. Merci. Alors, Merci beaucoup. Alors, racontez-nous cette ville. Quand est-ce que vous la faites démarrer, en fait, cette histoire? Où est-ce que vous voulez commencer? Alors, on va la faire démarrer par ce qu'on voit, le visuel. Parce que bon, l'histoire de Rabat, elle est très ancienne. Mais moi, je veux vous parler de ce que je vois, ce que vous voyez. C'est-à-dire, on va commencer par l'origine de Rabat, qui est connu dans les textes historiques comme Ribat el-Fath. Ribat el-Fath, c'est l'origine de ce qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que ce Ribat el-Fath, c'est une ville qui est née avec la grande dynastie almohade au XIIe siècle, qui ont voulu faire ici, d'abord, leur capitale, leur ville référence. Leur ville référence, et la ville à partir de laquelle ils vont à l'autre rive, c'est-à-dire à l'Andalous. C'est la ville Excusez-moi, mais comment se fait-il que pour aller en Andalousie, ils n'aient pas imaginé une capitale plus au nord pour réduire la distance? C'est parce que Rabat se trouvait au milieu. D'accord. Et puis c'est à partir de Rabat qu'on va à Marrakech et à partir de Rabat qu'on va au nord. Voilà, il faut voir l'empire dans sa totalité, quoi. Oui, et puis n'oubliez pas, c'est un site qui est très important en termes histoire. Il ne faut pas oublier sa jumelle, Salé, qui est juste à côté, dans laquelle s'est installé Abdelmoumen avant de construire Rabat. Donc, il a eu le temps certainement de voir ce paysage, un paysage très beau, un paysage qui est partagé entre deux rives, la rive nord et la rive sud. Donc, de là, le grand projet. Un projet almohade, donc. Almohade. Dites-moi, juste Ribat el-Fath, on peut rester un peu sur cette appellation. Ça veut dire quoi exactement, Ribat el-Fath? Ça fait référence à une victoire, à une... Oui. Laquelle? Ça fait référence justement à la victoire et à la puissance almohade en Andalousie. D'accord. Alors, revenons un petit peu donc à la ville en tant que ville. Pourquoi j'ai dit le visuel? Le premier noyau de Rabat, c'est à Qsbat Loudaya, ce qui porte aujourd'hui le nom de Qsbat Loudaya. Et pourquoi Qsbat Loudaya? Justement, Qsbat Loudaya, c'est un lieu très stratégique qui regarde l'ouverture ou la porte maritime de Rabat. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là où se rencontrent l'Oued, Bourgreg et l'Atlantique. Alors là, se trouvait un ribat. D'abord, un ribat bien avant les Almohades, un ribat almoravide. Il y avait ce qu'on appelle Qsar Bani Terga, donc des Almoravides. Et c'est là que va être construite la Qasba. La Qasba al-Mouahidiya. La Qasba, c'est-à-dire le lieu du pouvoir. D'accord. Alors, qu'est-ce qui symbolise ce lieu de pouvoir aujourd'hui? C'est la grande porte. La grande porte des Oudayas, le Bab el-Kbir, que vous voyez tous, une des plus belles portes de l'Occident musulman en termes d'architecture. Et quand vous dites le lieu de pouvoir, c'est la capitale, c'est-à-dire que Bien sûr, le sultan est installé là-bas. Oui, ils ont donc installé. En fait, il ne faut pas oublier, les capitales ne sont pas été un peu mobiles à cette époque-là. Mais pourquoi je vous dis le lieu du pouvoir? À partir des textes, on sait que ce Bab el-Kbir avait joué le rôle de salle d'audience. Et ce n'est pas une porte comme les portes que vous voyez, c'est une porte qui a été greffée à la muraille. Elle a été greffée et c'est en fait un long couloir. Et puis on trouve dans les textes وَجَعَلَ مِنْهُ دِيوَانًا. Diwanan, c'est-à-dire une salle d'audience où Abdelmoumen recevait les notables, etc. Donc, d'abord Qasba, qui est symbolisée aussi par donc cette grande porte. On y trouve aussi la plus ancienne mosquée qui est Jam' al-Atiq, d'où le nom l'Atiq, la plus ancienne de Rabat. Et puis, il y avait bien sûr la grande Dar Mkhzaniyan d'El Abdelmoumen, mais qui a disparu. On a que quelques vestiges malheureusement. Et cette Qasba
va être transformée progressivement, donc de la forteresse à la Qasaba au XIIe et de la Qasaba à je peux dire une résidence princière, parce que les Alaouites au XVIIe siècle vont installer là-bas une maison princière, et d'ailleurs on trouve toujours cette maison princière qui abrite aujourd'hui le musée ethnographique, etc. de la Qasba des Oudaya. Et aujourd'hui aussi, c'est une résidence des artistes, hein, la Qasba des Oudaya. Mais pour voir la Qasba des Oudaya, c'est le cœur de Rabat, quoi. C'est je dis le noyau. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. C'est le début de l'histoire. Ouais. C'est à partir de ce noyau que va se développer la grande capitale, la grande Ribat al-Fath, justement. Alors, ce Ribat al-Fath, on a voulu faire à cet emplacement une ville aussi grande que Alexandrie. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui symbolisent Ribat al-Fath comme une ville méditerranéenne sur la côte atlantique. Parce qu'en fait, on a construit un spécimen qui ressemble à Alexandrie. D'accord, donc je veux dire, ils sont inspirés. Inspirés, oui. Consciemment. Donc, consciemment. Et donc, le grand projet almohade a été concrétisé par des quartiers, par une grande mosquée qui est la mosquée Hassan. Et cette mosquée Hassan est importante en termes histoire et en termes symboliques. Parce qu'aujourd'hui, on connaît la tour Hassan. Oui. D'accord. Alors, dites-nous pourquoi il n'y a pas de mosquée, en fait. Il y a toujours la mosquée. D'accord. Il y a toujours la mosquée. Expliquez-moi, parce que on se balade. Aujourd'hui, quand on va à Hassan, au site de Hassan, je dis bien le site de Hassan, on se balade dans la grande salle de prière de la grande mosquée Hassan qui a été construite par les Almohades. Il y a encore les piliers de la salle des prières. Il n'y a pas de toit. Il n'y a plus de toit. Est-ce qu'il n'y a plus de toit ou il n'y a jamais eu de toit? Il n'y a plus de toit. Alors voilà, c'est vrai. Ça, c'est-à-dire Hassan a toujours constitué une sorte d'énigme pour les historiens d'architecture, les archéologues, parce qu'on s'est toujours demandé est-ce qu'elle a été terminée, cette grande mosquée de Hassan ou non? Est-ce qu'elle a eu ses toits? Bon, alors il y avait un architecte au début du XXe siècle, Jacques Caillé, qui a fait une étude remarquable et qui suppose que, en fait, il y avait des toits. Mais vous savez qu'il y a eu ce séisme de Lisbonne en 1755. Mm-hmm. Alors, le séisme de Lisbonne en 1755, qui était quelque chose qui a frappé le Maroc et qui a frappé Rabat particulièrement, à tel point que le grand historien de Rabat, qui s'appelle Touaïf al-Ribati, au XVIIIe siècle, il avait même parlé d'une sorte de tsunami qui a frappé Rabat. C'est-à-dire que, excusez-moi pour être clair, la secousse le séisme de Lisbonne a été ressenti à Rabat. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a eu des dégâts. Ah d'accord, donc c'est une grosse secousse, y compris au Maroc. C'est pour cela que dans l'imaginaire, vous savez, on vous dit Sawma'at Hassan. Quand on parle de Sawma, du minaret, nisfuha dahab. Alors il y a des gens qui vous disent, ils croient que c'est de l'or. Nisfuha dahab. Non, nisfuha dahab, ça veut dire que la moitié du minaret et tout simplement a été détruit. Il est parti. Voilà. Ouais. C'est le verbe, c'est pas l'or. C'est pas l'or. Donc la grande mosquée... C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'elle aurait été 2 fois plus grande, elle serait tombée, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord, avec ce séisme. Ce que vous voyez là-bas, aujourd'hui, c'est la moitié. C'est 44, mais normalement, je pense que c'était 88, parce qu'il y a une règle en architecture de proportion des Almohades, qui a été citée par un certain nombre d'historiens et de chroniqueurs, qui dit que la hauteur du minaret almohade est égale à 5 fois la largeur du côté. D'accord, donc pour respecter ça, elle devrait avoir le double de la taille. Et le double de la taille. Et donc ce que vous dites, c'est que la moitié s'est écroulée. C'est écroulé, oui. Et y compris le toit de la mosquée. Oui. D'accord. Oui. Exactement. Ben, ça fait longtemps que je cherchais la réponse à cette question. Alors, parce que moi, j'ai cru qu'elle n'était pas terminée, en fait. Hein. Je pense qu'elle a été en partie terminée. Et est-ce que c'est les mêmes, pour rester sur les Almohades, ça se compare à la Giralda de Séville, c'est ça? Alors, les Almohades avaient un grand projet architectural, qui est un projet extraordinaire en termes de proportion et géométrie. De telle façon que, vous savez, les monuments almohades, vous pouvez, les... Découper. Oui, en carré. Dans tous les... Alors, le premier monument, c'est la mosquée de Tinmel. Donc, la mosquée de Tinmel, au sud de Marrakech, dans le patelin qui s'appelle Tinmel. Donc, la première mosquée. La seconde, c'est la Koutoubia, qui se trouve à Marrakech. Et la troisième, c'est la Giralda,
Et Hassan, en fait, c'est la plus belle réalisation des Almohades. Je posais une question peut-être stupide, mais est-ce que ces Almohades, ils avaient des architectes, on connaît leurs noms? Non, bien sûr qu'ils avaient des architectes, mais est-ce que ces gens-là, ils avaient des noms, un statut, on les connaît, ils ont laissé des écrits? Est-ce qu'ils ont par exemple codifié leur façon de travailler ou bien écrit noir sur blanc les règles qu'ils appliquaient, les proportions qu'ils utilisaient, ou on est dans l'oral là? Non, on n'est pas dans l'oral. Est-ce qu'il y avait une école par exemple pour enseigner ça? Alors, aujourd'hui, quand on fait l'étude de ces monuments, eh bien écoutez, il y a une école. Il y a une école almohade. Il y a un style architectural almohade. Donc, on ne peut pas le contester. Alors, dans les textes, on trouve des noms de personnes qui ont construit... Posé les standards de ce style. Dans les textes, on les appelle « Urafa el-Bina ». En arabe, « Arif ou el-Bina ». Arif, c'est le savant. Le savant de la construction. De la construction. Malheureusement, vous avez souligné quelque chose d'important, on n'a pas d'écrit de ces gens-là. Mais ils avaient un savoir-faire. Le savoir, on le voit, il est encore debout. Enfin, il est physique. Voilà, il est physique. Il est physique. Non, malheureusement, moi, on n'a pas de texte, comme voilà, le livre de Vitruve ou non. Voilà, c'est-à-dire que, est-ce que c'était j'ai envie de dire un mot qui est peut-être anachronique, mais des stars. Parce qu'en fait, c'est ce qui reste beaucoup de cette époque almohade. C'est les travaux de ces gens-là, quoi. On devrait peut-être avoir leur nom, quoi. Alors, d'ailleurs, le grand minaret, la mosquée Kulha, toute la mosquée, vous savez, pour la construire, on a choisi une partie de Rabat où il y a une pente, vous le savez. Et les textes nous disent qu'on a fait venir des tonnes et des tonnes de terre pour élever la place où va s'élever le minaret. Parce qu'ils voulaient que le minaret se trouve exactement à l'entrée. Justement, quand vous arrivez par mer, la première chose que vous voyez, c'est cette tour grandiose, cette tour qui symbolise en fait le pouvoir et la grandeur de la dynastie almohade. Ça veut dire que l'espèce de colline qui est là-bas est une colline qui a été construite, c'est ce que vous dites? Oui, on a ajouté vraiment, et on a des textes qui le soulignent, pour pouvoir élever cette tour-là. Donc ils ont construit une montagne, quoi. Oui, pour pouvoir montrer. À dos de... Oui, et pour montrer... Vous savez comment ils construisaient à l'époque? C'était... Je veux dire, comment on transporte toute cette terre? C'est à dos d'âne, à dos de... certainement, d'homme. Oui. Alors, moi, je vous emmène aussi dans un autre site aussi important, c'est le site de Chella. D'abord, c'est un ribat. Sur la porte d'entrée, c'est inscrit Ribat al-Muqaddas. Donc c'est un ribat transformé progressivement, sacré, et qui occupe l'emplacement de 2 sites majeurs. Un site antique, où on trouve encore des vestiges phéniciens romains, ce qu'on appelle ça la colonia, à l'époque romaine, et le site musulman. Mais dans la formule où il est aujourd'hui, c'est-à-dire cette espèce de citadelle comme ça, qui l'a construite? La citadelle, les murailles que vous voyez, la porte, c'est Aboul Hassan qui avait construit ces murailles, c'est le XIVe siècle, mérinide. D'accord. Mais pourquoi? C'est-à-dire que quelle est la logique d'avoir une deuxième citadelle à côté de la citadelle des Oudéas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une... Oui, d'abord, vous savez, il faut qu'il marque. Chaque dynastie doit marquer le territoire par une construction. D'accord. Les Mérinides ne devraient en aucun cas, au contraire, ils ont délaissé ce qui a été construit par les Almohades. Ils ont voulu faire de Rabat une sorte de... D'ailleurs, le Ribat al-Muqaddas, elle va devenir une nécropole, une sorte juste de passage. Ils ne se sont pas vraiment installés comme ont fait les Almohades. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans ce site aujourd'hui, c'est un parc archéologique. C'est un parc qui est plein de symboles. Quand vous visitez, il y a les jardins. Donc, ça nous rappelle en fait la ville-jardin qui est Rabat. Quand vous visitez, il y a ces vestiges un peu épars de toutes les époques. C'est un peu l'histoire des vestiges au Maroc. Donc, il y a un peu cette discontinuité. Par exemple, la dynastie saadienne qui a laissé le palais el-Bdi, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais on l'a détruit. Il n'y a pas de continuité. On n'a pas repris. On a détruit, mais on a construit quelque chose d'autre. Donc ici aussi, il y a cette discontinuité. Vous êtes en train de dire, juste pour que je comprenne bien, qu'un changement de dynastie implique beaucoup un changement de lieu emblématique. Oui, généralement. Chaque dynastie veut marquer surtout les lieux son passage pouvoir. avec du béton, pas du béton, mais de la construction. Par des bâtisses, par des monuments. Et chaque monument a une empreinte, a quelque chose, a des spécificités qui rappellent cette dynastie au lieu de l'autre. Donc on a vu les Oudéas
les Al-Mohad et le Shilla Le mérinide. Shella, il est beaucoup, oui, on peut dire mérinide, même s'il y a les vestiges d'époque plus ancienne, mais c'est vraiment mérinide. Alors, Aboul Hassan a voulu faire de ce lieu une nécropole mérinide. Et d'ailleurs, il y a encore lui-même, il a été enterré à côté de sa belle Shams Daha. C'est son épouse? Son épouse. Je ne suis pas au courant. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait d'extraordinaire, Alors, cette dame? Shams Daha est importante, est vraiment extraordinaire, في الحقيقة. C'est pas une Marocaine, c'est une Européenne. Elle a été captée. Donc c'est un mariage mixte? Bien sûr, on a beaucoup de mariages mixtes dans les dynasties au Maroc. Beaucoup, beaucoup. Donc, elle était blonde, on l'appelait Shams Daha, parce que Shams Daha, c'est l'horreur. Donc, elle était blonde. Alors, cette dame-là, c'est intéressant parce que nous raconte un peu l'inscription funéraire de cet homme, c'est qu'elle a été à la Mecque. Et quand elle est revenue, c'était un événement grandiose où étaient conviés plusieurs, même des gens de l'extérieur du Maroc, des notables, des personnalités. Rejouer من الحج, mais ça existe encore. Voilà. C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle avait un statut. C'était la reine, quoi. Oui, c'était la reine. Et peut-être ça aussi, ce qui explique qu'elle soit au même niveau que son mari, dans la même tombe, dans la même coupole. C'est rare ça. Est-ce qu'on a beaucoup de femmes, de sultans qui ont eu comme ça, visuellement un statut d'égalité, on peut dire ça? Bah oui, Khnata bint Bakkar, qui était l'épouse de Moulay Ismaïl, les textes historiques nous disent qu'elle était son conseiller, elle était ministre et elle avait un pouvoir, Khnata bint Bakkar, même après la mort de Moulay Ismaïl. C'est elle d'ailleurs qui a soutenu son fils Moulay Abdallah et qui a fait qu'il règne plusieurs fois. C'est elle qui a même marqué l'enfance de Sidi Mohamed Abdallah, qui est le grand roi qui est désigné comme l'architecte du Maroc moderne. Généralement, on parle de Rabat, Almohad, on parle de Rabat à l'époque mérinide, on parle de Rabat au XVIIIe siècle, parce que Dar el-Mkhzen, ce qui est aujourd'hui Touarga, a été construit par le sultan Sidi Mohamed Abdallah, qui a régné au Maroc entre 1757 et 1790. Parce qu'en fait, Sidi Mohamed Abdallah voulait déjà faire revivre cet espace qui était un petit peu délaissé. N'oublions pas qu'avec les Mérinides au XIVe siècle, il y a eu une sorte d'arrêt. C'est-à-dire l'urbanisme de Rabat s'était un petit peu arrêté. Après la mort de Yaqub el-Mansour el-Mouahidi, ce grand projet, c'était un projet d'une très grande ville. Il avait juste débuté au pied de l'Aqsba des Oudaya. Et il s'est arrêté. Et c'était arrêté. Mais la muraille, la grande muraille a été construite. Les grandes portes que vous voyez, Bab el-Had, Bab el-Rouah, Bab Z'ir, Bab el-Ulou, voyez, ça c'est des portes almohades. Mais tout l'espace qu'on voit à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui la Médina. La Médina, c'est l'espace qui était construit en quelque sorte et qui a été délimité au XVIIe siècle par les Andalous qui étaient venus. Vous allez nous parler du retour Les Andalous, alors oui, parce que pourquoi? Quand ils étaient là, il leur fallait un espace, mais qui est protégé. La grande ville almohade était énorme. Elle ne pouvait pas les protéger. Donc, ils se sont construits une muraille qui part de Bab el-Had jusqu'à Bourj Sidi Mkhlouf. Donc, c'est ce qui a fait que la Médina de Rabat et la ville moderne se trouvent à l'intérieur de la muraille du 12e. C'est un peu unique, ça. Ils se sont installés au Qasba des Oudaya et ils se sont installés au pied de la Qasba des Oudaya, qui est en fait le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la rue des Consuls, le Médina. Il ne faut pas oublier qu'après la mort de Yaqub Mansour et avec la venue des Mérinides, tout l'espace qui a été délimité par les Almohades, c'est-à-dire la muraille du XIIe siècle, tout cet espace-là n'était pas terminé, n'était pas rempli en termes de maisons ou de construction. D'accord, il y avait des trous à l'intérieur de la muraille. À l'intérieur de la muraille, il y avait de l'espace. Alors je peux vous dire, il y avait surtout Souani, ce qu'on appelle Souani. Il y avait des grands jardins. Il y avait certains notables qui avaient leur maison au milieu de leur Souani. Donc tout cet espace était vide. Et cet espace vide où maintenant s'élève la ville nouvelle. C'est-à-dire, alors vous connaissez Sharia Mohamed el-Khamis. Oui. هذاك كان كيسميوه au 19e siècle محج دار المخزن. Pourquoi محج دار المخزن? Parce qu'en fait, quand vous venez de Dar el-Mkhzen, من Touarga,
Vous avez une artère, un axe qui va de Touarga Vers jusqu'à Médina, à la Médina. Donc cet espace-là... Ce qui est devenu le boulevard Mohamed Khamis, ou l'Adam Abdallah, l'un des deux. Les deux. D'accord. C'est cet axe-là qui passe par Rabat-Ville, la poste, Mak el-Maghreb, etc. Voilà. Mais cet axe-là, il est à l'intérieur de la muraille du XIIe siècle. Vous avez la seule ville peut-être où la Médina et la ville nouvelle se trouvent à l'intérieur de la muraille du XIIe, c'est Rabat. C'est quand même une spécificité qu'on ne réalise pas. Vous rentrez par Bab el-Rouah, c'est la porte du XIIe siècle. Mais vous atterrissez Sharia Moulay Youssef et vous avez des constructions et puis je vous descendais, vous avez Sharia Mohamed Khamis, vous êtes dans la ville moderne. Donc la ville moderne est à l'intérieur des murailles du XIIe siècle parce que je résume pour être sûr que j'ai bien compris, parce que les Almohades ont vu grand. Ils ont vu grand, ils voulaient faire c'est ça. Une des plus grandes villes du monde musulman. Donc ils ont fait des grandes murailles qu'on a mis du temps à remplir. On a mis du temps à les remplir. D'accord. On a commencé à les remplir au 17e, au 18e, puis au 19e. Et puis, bien sûr, avec le projet Lyoté, on a rempli et on a fait la ville moderne de Rabat. C'est au 18e siècle, avec le sultan Sidi Mohamed Abdallah, qui a voulu faire revivre ce tissu qui était délaissé, cette ville, ce grand projet du 12e siècle. Il s'est installé d'abord dans ce coin, pas loin de la porte des Airs, et il a construit sa première Dar el-Mkhzen. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a ordonné qu'on construise de grandes mosquées dans presque la même artère. À partir de Touarga, il y a encore une mosquée qui porte le nom de Jama' el-Fès. C'est la grande mosquée El-Fès, connue, où le roi fait ses prières les jours des fêtes et tout ça. Et bien, c'est Jama' el-Fès. À l'origine, c'est une mosquée du XVIIIe siècle. Il a construit une autre mosquée qui s'appelle Jama' el-Agadir, dans la même enceinte des Touarga. Et il a construit Jama' Sunna, à l'extérieur de la muraille des Touarga que vous voyez. Et il a ordonné de la construction d'une autre petite mosquée, qui s'appelle Jama' Moulina. Donc, en fait, c'est comme si il encourageait qu'on vienne s'installer autour de ces mosquées. Le premier à donner une impulsion, à faire revivre ce qui se trouvait à l'intérieur de la muraille 12e, c'est Sidi Mohamed Abdallah. Plus tard, bien sûr, les Français vont reprendre cette artère, mais vont, bien sûr, l'aménager autrement avec le projet du grand architecte Henri Prost. Alors, je reviens à Touarga. C'est ce qu'on appelle Dar el-Mkhzen, où il y a le palais. Il y a le palais, et puis, bien sûr, il y a les constructions. Alors, ce noyau va devenir, si on voit très bien, en fait, c'est le pouvoir, mais qui a été conçu à l'autre extrémité du premier noyau du pouvoir qui était Qasbat el-Udaya. Après Sidi Mohamed Abdallah, il y avait son fils Moulay Slimane qui a régné de 1892 à 1822. Moulay Slimane, il va faire quelque chose d'autre, il va se réconcilier avec la mer. Il va construire ce qu'on appelle Dar el-Qbibat. Dar el-Qbibat aujourd'hui, dans l'histoire de Rabat, est importante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Rabat s'est réconcilié avec la mer, avec tout le projet de l'aménagement de la façade maritime. Ce qu'on appelle Dar el-Qbibat, elle est annexée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'hôpital Marie-Feuilly, qui se trouve aussi sur la façade maritime. C'est un vieil hôpital, d'accord. C'est une ruine en fait. Aujourd'hui. Oui, on est en train de Il date de quand cet hôpital ? Début 20e. Mais il est très grand et on le voit quand on est sur la côtière. Il est magnifique. Moi, ce que j'y vois il s'est inspiré de Dar el-Qbibat. Les arcades diallo, certains matériaux de construction de Dar el-Qbibat de Moulay Slimane qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, alors rappelez-nous, qu'est-ce que c'était ? C'était un petit palais, une Dar el-Qbibat. Elle s'appelle Dar el-Qbibat parce qu'il y avait beaucoup de coupoles. D'accord, et qui était quand même un monument très très important au 19e siècle. Mais on a tendance par exemple à oublier ce Dar el-Qbibat. C'est la première fois que j'en entends parler. Bien sûr, on n'en parle pas. Je vais vous poser une question. Je vous avais dit que Rabat s'est réconcilié avec la mer. Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Quand on connaît l'histoire de Rabat, vous avez parlé des Almohades et de leur première, du noyau des Oudaya. On a d'autres podcasts. Madame Leila Mziane qui nous a beaucoup parlé de l'aventure de la piraterie et des corsaires de Rabat. Et on a compris que la mer était importante, l'océan était important et que ça a été une des... Et pourtant, à Rabat, on voit pas la mer.
il faut aller aux Oudéas pour la voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression, j'ai toujours été frappé de voir qu'un des meilleures vues sur mer à Rabat, c'est le cimetière. Alors que c'est une richesse énorme d'avoir une vue sur mer, mais on a l'impression qu'il y a très peu de gens qui ont choisi de s'y installer. Ou est-ce qu'à un moment la mer a fait peur, ou comment vous expliquez dans l'histoire de Rabat qu'à un moment cette mer qui était une source de richesse ou de danger s'est retrouvée comme quelque chose qu'on essayait de fuir en reculant de quelques centaines de mètres? Alors d'abord, oui, au XIIe siècle, vous savez, la mer a joué un grand rôle. Les gens prenaient les bateaux pour aller en Andalousie. Donc, ce qu'on appelle le djihad al-Bahri ou le djihad al-Andalus, c'est par voie maritime. Je pense, personnellement, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'après ce séisme de Lisbonne, et les textes Le tsunami. en parlent, oui. Après le séisme de Lisbonne, il y a eu ce qu'on appelle comment je le dis, hajizun bahri. Il y a eu un dos qui s'est constitué et donc les bateaux ne pouvaient plus rentrer à cet endroit. Ce que Lyoté appelle la barre de Rabat. La barre, bravo. Oui, la Il barre avait des de problèmes Rabat. pour embarquer. Donc on ne pouvait plus embarquer. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle, la mer a été reléguée en deuxième position. Donc on va redire donc la date de Lisbonne, c'est 1755. 1755. Donc à partir de là, vous pensez que ça a eu un impact, y compris sur la structure des vagues ou quelque Bien chose? sûr, ça a été. D'ailleurs, vous savez, même la construction du port d'Essaouira, vous savez, c'est la conséquence justement de ce séisme de Lisbonne, parce que seule la baie de Souira offrait un endroit où on pouvait accoster sans problème. Alors que Rabat, d'ailleurs, Sidi Mohamed Abdallah a essayé d'en faire quelque chose. Il a construit des scalas. Près de l'Aqsba, vous avez des scalas. Ces fortifications maritimes qui ressemblent à ce qu'on appelle aux fortifications européennes, qui ont été construites par les architectes qui venaient de Gênes. C'était des architectes ou des ingénieurs ou des constructeurs qui étaient au Maroc. Et certains embrassaient l'islam et on les appelait l'Uluj. Ahmed Nglizi l'Uluj, c'est lui qui a construit donc les scalas de Rabat. Et donc, il y a eu cet essai de s'ouvrir au 18e, mais je crois qu'après ce séisme, je pense que les gens... D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante à Rabat, les gens n'allaient pas à la mer. Les gens n'allaient pas à la mer à Rabat. Dans les textes, on disait que les Rabatis avaient donné le dos à la mer. Dernière, autre petite question rapide sur la tradition de verdure. Je pense que Rabat est une ville où il y a vraiment des parcs. J'en connais pas beaucoup au Maroc qui ont cette densité. C'est une ville très verte. Ça vient d'où, ça? Alors moi, comme je vous l'ai dit, d'abord, il ne faut pas oublier donc, ce XVIIIe siècle où on parlait des Souani, ce qu'on appelle Souani, ce qu'on appelle les espaces verts. Il y avait beaucoup d'espaces verts à Rabat. Rabat d'avant Lyoté. Il y avait des espaces verts. Bien sûr, ils n'étaient pas aménagés comme on les voit maintenant. Donc, c'est-à-dire, je crois que Rabat a toujours été une ville verte, à tel point que dans un texte, je voudrais l'évoquer dans un texte, quand Sidi Mohamed Abdallah a donné l'ordre de faire revivre Rabat, il a donné l'ordre à un certain Paul, c'était un Français, je pense, qui était là, de tracer les rues. Il était obligé d'enlever des arbres fruitiers, le mchmech ou le barqoq. Donc il y avait des arbres fruitiers, il y avait de la verdure. Et ça, c'est de toute façon une tradition aussi marocaine. Dans les riads, on trouvait ces arbres fruitiers. Donc il y avait de la verdure avant. Voilà avec le Lyoté, Lyoté avait le génie de faire appel à des spécialistes de l'urbanisme, des spécialistes des jardins, notamment le forestier. Et donc, je pense qu'il y a eu cette étude d'avant qui a fait que ça a inspiré pour faire plusieurs jardins. Et aujourd'hui, Rabat a un jardin botanique, le jardin d'essai, où on essaie les plantes, ce qui est magnifique. Rabat a le jardin du Belvédère. Il y a le triangle de vue que vous voyez, mais c'est d'une beauté. Rabat a son petit jardin aux Oudaya andalous. On a reproduit un jardin exactement comme les jardins andalous dans la partie basse de l'Aqsba des Oudaya. Donc il y a beaucoup de jardins. Rabat a son Hilton, ce qu'on appelle le Hilton chez les communs, mais c'est aussi un espace vert. Et c'est une ville, effectivement,
qui frappe. Comment cet espace vert a-t-il résisté à la pression des promoteurs? Je pense que la société civile avait son mot à dire et je pense aussi à une personne auquel on doit rendre hommage. Je crois que Hassan II avait joué aussi un rôle pour que Rabat garde ses espaces verts. Garde et d'autres espaces verts. Parce que je sais qu'au temps de Hassan II, on a construit d'autres espaces verts, notamment à l'entrée. Vous voyez l'entrée quand vous venez de Casa, il y a un espace vert. Donc, il y a beaucoup d'espaces verts. C'est une ville, je pense que Rabat a toujours eu de la chance, même si elle a elle a des moments, on a l'impression qu'elle est délaissée un petit moment, mais il y a toujours quelqu'un qui vient pour faire revivre cette ville. C'est quelque chose d'extraordinaire, non? Merci Madame Mrali, c'était très intéressant. Vous nous avez presque donné envie de venir nous installer à Rabat dans ces jardins. C'est moi qui vous remercie. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.